And good morning again to our presenters and to everybody joining us today. We are now Bienvenue à at the tous, top. à nos présentateurs, à tous les participants. Nous sommes à 8 heures du matin et le modérateur va commencer. Merci beaucoup. Good morning, everybody. Good Bonjour à afternoon, good evening, tous, depending on where you are logging in from. bon I après-midi, am Rajiv bonne Vimal. journée, I am selon où the vous chair of the êtes. Department Je of suis le Behavior and président Society de, at the du John département Hopkins Bloomberg School de of Public John Health. Hopkins. The Centers for Communication Programs is housed within Le our centre department, des and I am programmes de very communication est dans notre centre et happy to welcome all pour our moi, participants c'est un to plaisir de this vous webinar this donner morning. la bienvenue à ce As webinaire ce of matin. yesterday, roughly Depuis about 12 hier, hours ago, en we fait, had il y a 12 heures, almost 1100 nous people avions who eu had à peu registered près for this 11 000 webinar personnes qui se from sont enregistrées pour ce 160 different webinaire countries and de plus de 150 450 pays et organizations. So clearly, 450 there is a organisations. great deal of Donc, interest il y a in beaucoup this d'intérêt amazing work. sur notre This travail. work is a Ce collaboration travail est une between the collaboration entre WHO, the World Health Organization, l'OMS, Massachusetts Institute of Technology or MIT, MIT, Facebook, and Facebook the Johns Hopkins University et Center for Communication l'Université Johns Programs. Hopkins, Um, le centre de this work started roughly communication. about a month ago, Nous avons and parlé de it was cela il y a really un based mois et on the c'était vraiment idea that basé sur emerging l'idée issues que in les thèmes COVID are émergents rooted sur la in human COVID-19 behavior, étaient and that is why we enracinés want sur to le understand comportement. and Et on change voulait behaviors comprendre to comment on reduce pouvait the faire un pandemic's changement effect. de And it's comportement also pour based on the réduire idea les that effets de la these pandémie. Et changes aussi are l'idée que driven by ces a host of changements factors, including knowledge, sont attitudes, aussi impactés self-efficacy, social par norms, des public policy, and so on. facteurs comme par exemple ce que nous We also connaissons, know that les these politiques, factors etc. are Aussi, ces not static. facteurs ne sont They pas themselves statiques. change over time, Tout change and they avec le are temps probably culturally bound, et meaning il y that a aussi des impacts predictors of human culturels. behavior are specific to cultural Donc, ces contexts comportements and vont also the être changing environment. impactés par And le that is why contexte the overall culturel et les normes. study that we have Et donc, c'est designed pour ça is que nous very avons fait dynamic une in nature. étude We qui are est collecting dynamique. data Nous from sommes en train de multiple locations over collecter des time, informations, des and I'm données very depuis happy to plusieurs share some of the pays preliminary et nous findings allons from our team partager avec this vous morning. quelques-uns de Um, nos résultats we also préliminaires. know that the data that we collect with Nous regard savons to aussi que les COVID has données to que be nous actionable, collectons and that doivent être and that's utilisables. sort of the reasoning behind our Et c'est notre dashboard that you will raisonnement hear a lot about this morning that et c'est ce allows que vous allez entendre health aujourd'hui. communication C'est professionals pour qu'on from across puisse the world comprendre to et que les hone the numbers that professionnels are des relevant centres de to their santé setting, to their puissent culture, utiliser ces and informations et l'adapter à leur culture, understand à what leur kinds contexte et of comprendre approaches, quelles strategies, approches, quelles communication channels, and stratégies, other things quelles like that are chaînes, likely to be most canaux de effective. communication vont être effectifs. I do not want to take any more time, but I do Je ne veux want pas to prendre plus de temps, invite, mais je voudrais inviter docteur I do want to invite Susan Cran, who is pardon, the Susan Kren, of qui the est Center notre for Communication Programs. directrice du And centre de let me just programme de briefly tell you communication. about Susan. Et She is the je director vais of CCP vous and dire que works Susan, c'est la in, directrice de she has worked in 40 CCP. countries. Elle a travaillé dans plusieurs pays. The Center for Communication Programs itself has a Et staff of le centre des programmes de communication a un centre dans son centre qui est Susan actif has en 35 ce to 40 sujet. years Et career Suzanne, il at a 35 à Hopkins 40 with ans extensive experience d'expérience in safe motherhood, malaria, importante dans John TB, Hopkins HIV, you en name it. Hope paludisme, for other health topics, VIH et d'autres thèmes and de santé. has been the director Et of elle a été directeur de CCP depuis plusieurs années et sous son leadership, le centre a vraiment prospéré. Et donc, c'est un plaisir d'écouter Suzanne ce matin. Bienvenue, Suzanne. Je vais demander à Suzanne de décrire brièvement ce projet et ensuite nous allons travailler ou nous allons parler des méthodes de ce projet.
some of the findings, and then Ensuite, we'll revenir sur quelques-uns des résultats et finalement, on va vous expliquer comment vous pouvez utiliser notre information. Suzanne, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte du projet? Oui, merci beaucoup, Raji. Et bienvenue à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Un peu de contexte avant de commencer les détails de ce projet. CCP a travaillé de façon euh, extensive sur ce sujet. Et nous sommes très actifs aussi, par exemple, dans l'épidémie d'Ebola et maintenant dans la COVID-19. La communication est très importante pour informer la population de ce qui est en train de se produire et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger leur famille, leur communauté. Comme l'a dit Rajiv, cette situation est dynamique et donc nous avons vu cela avec la COVID-19. Donc il faut avoir l'information claire et la bonne information de façon rapide. Donc, nous sommes en train de vous donner l'information que nous avons actuellement en ce qui contexte la pandémie. Nous nous focalisons sur la coordination, mais aussi pour que notre équipe ait toutes les ressources nécessaires pour utiliser et mettre en place des stratégies et des interventions dans les communautés. Donc, ça veut dire avoir accès à des bonnes données et informations pour pouvoir informer des communications efficientes qui pourraient se produire. Et donc, c'est pour ça que nous avons une collaboration, par exemple, avec Facebook. Nous avions un désir mutuel d'utiliser donc notre collaboration pour la santé publique et surtout pour la COVID. Facebook a cet espace digital et il a plusieurs associations avec des initiatives différentes et CCP, il a l'expérience de la CSC et aussi en ce qui concerne les groupes communautaires. Et ce sont des groupes communautaires qui se focalisent sur des situations d'urgence. Nous avons commencé cette collaboration avec Facebook sur un site COVID-19. Donc nous l'avions mis dans le centre d'information qui est dans Facebook. Donc, nous avons commencé avec cela. Et nous voulions aussi soutenir une initiative pour le paludisme. Ces deux efforts et nos projets de CCP ont été des initiatives que nous avions avec Facebook. Nous avions commencé une collaboration avec Facebook et avec MIT sur l'opportunité d'assister sur le développement des connaissances, des attitudes et des pratiques autour de la COVID-19. Et donc, on voulait regarder les données sur 67 pays et 20 pays qui changent constamment les données. Et donc, utiliser ces données pour pouvoir les donner aux législateurs et à d'autres personnes responsables de créer des nouvelles politiques. Ce sont importants pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour nos efforts de mitigation. Donc, nous avions aussi des groupes de risques qui pourraient utiliser toutes ces données avec d'autres données qu'ils avaient à leur main, qu'ils avaient accessibles. Et donc, nous travaillons aussi de façon très étroite avec Facebook et MIT pour que cette information soit accessible et qu'il soit utilisable pour nos équipes. Nous allons nous allons entendre parler plus de ce thème-là avec Doug, mais on voulait vous dire que les messages sont importants. On parle aussi des canaux qui pourraient être intéressants à utiliser, comment la COVID-19, comment la menace de la COVID-19 est perçue et aussi l'acceptation, par exemple, d'un éventuel vaccin. On va voir aussi ce thème-là. Et je pense que c'est tout. Je voulais juste finir par vous dire que nous sommes tous très enthousiastes de pouvoir donner ces données à notre communauté. Merci. Merci, Suzanne. Maintenant, je voudrais passer la parole à Dr. Stella Babalola. C'est une professeure et aussi
la professeure dans notre département de santé publique. Et elle a plus de 30 ans d'expérience dans la recherche de comportement dans plusieurs pays du monde. Elle a travaillé aussi dans le planning familial. Et elle a beaucoup d'expérience dans l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons parler des messages de ce projet. Merci. Stella, c'est à vous. Bonjour à tous et merci beaucoup Rajiv pour l'introduction, pour la présentation. Nous sommes en train de présenter des données et vous la voyez sur la diapositive. Donc, ce sont des résultats sur une enquête sur la COVID-19 en ce qui concerne par exemple les comportements de prévention, par exemple la distanciation sociale, l'utilisation des masques et aussi les déterminants euh, euh, entre des utilisateurs Facebook dans 67 pays. Sur ces 67 pays, nous avions décidé que nous allions l'utiliser dans un point dans le temps indéterminé. Et donc, nous avions utilisé la collection de données sur Facebook. Et donc, nous avions eu des données qui sont très importantes, hein, une grande quantité de données. Facebook n'a pas collecté cette information directement, mais Facebook a promu notre lien. Et quand on utilisait par exemple ce lien, on était redirigé vers un site qui était une plateforme qui était accueillie par MIT. Pour que les participants puissent participer à cette enquête, ils devaient avoir 18 ans minimum. Et ensuite, nous allons parler des domaines de données. Donc, nous avions plusieurs domaines, des questions sur les caractéristiques sociodémographiques, des sources d'information, par exemple l'exposition au message ou à l'information, les comportements de prévention. Les plus connus sont euh, ceux qu'on a demandé, mais aussi des peut-être comportements moins connus. Aussi la partie psychosociale, les déterminants psychosociaux et d'autres facteurs additionnels, parce que les facteurs additionnels sont si importants pour pouvoir développer des programmes pertinents. Ensuite, si nous avons par exemple des programmes spécifiques pour un comportement, nous avons plus de chances de pouvoir avoir du succès à changer ce comportement. Ensuite, les perceptions différentes, les perceptions pour pouvoir vraiment agir en ce qui concerne la COVID-19. Nous avions aussi des informations sur les intentions des comportements, sur les et savoir aussi quels sont les efforts de notre communauté. Ensuite, on va continuer. Les questions ont été organisées dans 13 thèmes différents et je vais vous dire plus tard pourquoi c'était important de savoir. Donc, il y avait donc ces 13 thèmes, exposition à l'information, les connaissances sur les traitements, l'acceptation d'un éventuel vaccin, les caractéristiques sociodémographiques, les sources d'information et les connaissances basiques sur la transmission de la COVID-19 et les groupes vulnérables. On va continuer, s'il vous plaît. Ensuite, la distanciation physique, qu'est-ce qu'ils comprennent et quelles sont les normes sur la distanciation physique, les perceptions de risque, les pratiques générales sur les comportements de prévention. Est-ce que c'est pertinent? Quelles sont les intentions, les voyages par exemple? Est-ce que la COVID a impacté l'intention de voyager
mais aussi ce qui est emploi et travail. Cette enquête était divisée en 13 thèmes différents. Aucun des participants n'a reçu toutes les questions. Et donc, on essaie de collecter cette donnée. Tout le monde a vu 4 thèmes importants, qui étaient l'exposition à l'information, les connaissances sur les traitements et les cas positifs, l'acceptation d'un éventuel vaccin et les caractéristiques socio-démographiques. Et dans d'autres pays, qui n'étaient pas des pays qui ont eu une seule enquête à un moment T, ils avaient les sources d'information plus 3 autres thèmes aléatoires. Et dans des pays à plusieurs vagues, nous avons reçu 4 thèmes différents aléatoires. Donc, chaque participant avait la possibilité de répondre à des questions de ces thèmes précis. Donc, les données que nous avons collectées, ce sont des données pondérées. Nous voulons prendre en considération les personnes qui n'ont pas répondu pour que ce soit un échantillon représentatif des utilisateurs actifs de Facebook. Mais aussi, nous avons, par exemple, le sexe et l'âge de cette population. Donc, on pouvait utiliser des techniques de stratification pour ajuster ces différences en ce qui concerne l'âge et le sexe entre les utilisateurs Facebook. On continue, s'il vous plaît. Donc, nous avions une analyse qui inclut aussi une analyse pour les comportements de prévention, les caractéristiques sociodémographiques, les déterminants idéationnels et d'autres thèmes pertinents pour chaque pays. Nous avions aussi classifié cette information dans des groupes différents et nous l'avions utilisé aussi une source externe. Nous avons classifié aussi les pays par région. Et donc, nous sommes en train de combiner notre donnée avec des données externes. Nous avions aussi une analyse bivariée. Et donc, pour savoir quelles sont les variations des variables idéationnelles par sociodémographique, par région et par le fardeau de la maladie de la COVID-19. Et aussi, nous avions fait cela pour en ce qui concerne les comportements de prévention. Quelques-unes des données évoluent. Donc, nous avons essayé de faire une analyse de tendance pour voir comment cela évolue à travers le temps. Toutes les variables sont en train de changer tout le temps, mais ils changent aussi les déterminants. Ici, pareil, nous avions utilisé les facteurs sociodémographiques, etc. Nous avons aussi des variables dans les comportements de prévention et ils sont en train de changer par des variables aussi, comme vous l'aviez vu, donc la partie sociodémographique, les régions, etc. Ensuite, finalement, nous avions pu créer notre analyse multivariable. Donc, on a utilisé les logistiques multivariables, l'analyse de composition pour pouvoir. Et aussi, nous avions eu une association de dépendance en ce qui concerne les comportements de prévention avec des variables idéationnelles et sociodémographiques. Et nous allons vous dire maintenant comment justement examiner ces données. Merci. Merci beaucoup, Stella. C'est une liste très ample de données
Et pour renforcer ce que Stella a dit, les données sont accessibles à toutes les personnes du monde. Et on espère utiliser de façon ample toutes ces données. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Dr. Douglas Story. Il est professeur associé dans Johns Hopkins Bloomberg School dans la partie de la santé publique. Et il est aussi un des directeurs de Johns Hopkins, le centre des programmes de communication. Et justement, il travaille dans plusieurs endroits du monde. Il a travaillé dans plus de 36 pays dans des thèmes d'environnement et il se focalise surtout sur le changement social et comportemental. Il fait partie aussi de l'Association internationale de communication et il va nous parler de données qui a été déjà collectées et comme ça, comment on les utilise avec nos objectifs CCB. Merci. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une petite introduction de ce que vous pouvez apprendre de ces données. Ce n'est pas un rapport complet. Stella a dit, ce sont des données très amples et donc du coup, on va vous montrer juste ce que vous pouvez faire avec ces données. Comme ça, vous pouvez comprendre euh, euh, comment on utilise cette plateforme et comment vous pouvez planifier des programmes stratégiques en ce qui concerne la COVID-19. Quand vous ouvrez cette plateforme, vous allez voir un écran comme ça avec une carte mondiale et vous pouvez voir que vous pouvez cliquer sur quelques pays et donc vous pouvez vous focaliser sur les pays dont vous voulez vous concentrer. Il y a des filtres que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez demander définir des régions de l'OMS ou vous pouvez les identifier, donc identifier ces pays qui vous intéressent. Ici, par exemple, j'ai choisi Uganda et vous pouvez voir qu'Uganda est surligné. Et donc, nous allons voir les informations concentrées sur Uganda. Il y a aussi des zones de contenu et donc on va parler de quelques-unes d'entre elles. Je vais parler de celle-là avec vous. Par exemple, les comportements de protection, c'est le premier groupe que nous voyons. Quelles sont les normes de prévention partout dans le monde en ce qui concerne ces comportements pour pouvoir vraiment agir. C'est le groupe aussi de connaissances et sources d'informations en ce qui concerne par exemple les symptômes, le traitement. Il y a des questions en ce qui concerne les sources d'informations, d'où ils trouvent les sources d'informations sur la COVID-19 et aussi la confiance que vous avez dans ces sources. Il y a des questions sur les attitudes, les risques perçus, et aussi des attitudes en ce qui concerne un vaccin éventuel quand il sera disponible. Il y a aussi une partie où on peut voir ces pays par les cas locaux, donc par le nombre de cas locaux qui a été le plus récent, on va dire. Et quelle est la moyenne de ces cas. Et ensuite, finalement, nous avons la possibilité de voir les recherches en identifiant 4 pays et on peut les comparer. On peut comparer les résultats en ce qui concerne les différentes variables ou les données différentes dans ces 4 pays. Ce que nous allons faire, c'est je vais vous montrer quelques exemples de ce que vous pouvez apprendre des visualisations des données. Et vous voulez peut-être considérer de voir quels sont les résultats de comportement ou de déterminants idéationnels et les utiliser dans un pays particulier. Vous pouvez voir quels sont les comportements les plus importants, quels sont les plus communs, les moins communs. Et dans un pays, vous pouvez voir quels sont les facteurs idéationnels
et quels sont les plus prominents, les moins utilisés, les plus positifs, les plus négatifs. Et donc, vous pouvez créer un profil d'un pays, donc le pays qui vous intéresse, et comprendre quels sont les comportements en ce qui concerne la COVID-19, pourquoi ils existent. Il faut voir aussi l'information qu'on a accessible et on peut l'utiliser pour comparer avec d'autres pays. Vous pouvez voir que le pays où vous travaillez peut se comparer à d'autres pays qui ont peut-être des conditions similaires ou justement des conditions très différentes et voir cela d'une façon aussi mondiale. On peut le faire. Nous pouvons le voir de façon régionale. On peut voir par exemple dans votre région comment ça se profile. Et sinon, dans des pays sélectionnés spécifiques, et vous pouvez les comparer les uns les autres. Ici, c'est la première illustration. C'est d'une des visualisations que vous pouvez voir. Et cela montre quelles sont les tendances globales ou mondiales des comportements. Et nous focalisons sur l'utilisation des masques, la distanciation physique, se laver les mains et l'isolation. Donc, on va se auto-isoler. Quels sont les messages des personnes? Quels sont les pays qui utilisent le plus un de ces groupes, par exemple? Et donc, les moyennes mondiales pour chacune de ces comportements. Et les pays sont soit dans un bout ou dans un autre de cette distribution. Ici, ce n'est pas justement une version euh, en, en direct. Vous pouvez les découvrir vous-même sur le site, mais nous pouvons voir qu'il y a des pays qu'on peut voir. On peut aussi utiliser ces pays et les comparer avec la moyenne mondiale, par exemple en ce qui concerne se laver les mains et l'utilisation des masques sont les plus communs dans le monde que la distanciation physique ou l'auto-isolation. Et aussi, on peut voir comment se comporte un pays particulier comparé avec la moyenne mondiale. Ici, c'est un exemple de comment on pourrait utiliser encore plus ces différences. Par exemple, ici, vous allez voir des copies écran. Et donc, il y a une partie qu'on appelle ça les Amériques. Et l'autre partie, c'est la Méditerranée Est. Par exemple, si on regarde, la distanciation physique est plus commun en Amérique que dans la partie Méditerranée. Et c'est ce qu'on voit dans la partie. Vous voyez, il y a 2 cercles rouges, donc on voit que c'est beaucoup plus commun en Amérique. Aussi, les variables est plus importante justement dans la partie de la Méditerranée. Donc ces pays changent entre les pays, donc selon les pays de la région Méditerranée, cela change un peu plus. Alors qu'en Amérique, ils sont un peu plus consistants entre les pays d'Amérique. Donc c'est un peu plus homogène en Amérique. Et ensuite, nous pouvons aller voir un pays en particulier. J'ai choisi le Bangladesh sans raison particulière, juste un exemple, mais juste pour voir comment se comporte Bangladesh. Si on compare avec le monde, nous pouvons voir que il y a eu 46% de personnes qui ont pratiqué la distanciation sociale si on compare avec 76% dans le monde. Et 82% utilisent le masque comparé à 88% si on le compare avec le monde. Donc, c'est vraiment une comparaison qu'on fait entre un pays particulier et le monde en ce qui concerne un comportement particulier.
Et donc, cela peut changer, par exemple, dans votre recherche. Et donc, quand il y a des pratiques qui sont beaucoup moins utilisées que dans le monde entier, on peut peut-être créer des communications ou des programmes qui vont encourager ce comportement. C'est un exemple ici en ce qui concerne les connaissances et les sources d'informations pour les symptômes et les traitements. On leur montre des symptômes de la COVID-19 et on leur demande s'ils savent quelles sont les populations qui sont vulnérables. On veut voir aussi euh, il y a aussi des symptômes peut-être qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, par exemple, la connaissance mondiale sur les groupes vulnérables sont moins importantes que les symptômes. Ici, nous voyons par exemple au Bangladesh qui disent, qui connaissent qui sont le groupe vulnérable et les autres mesures. Donc, comment on utilise cela? On espère que on prend les pays qui nous intéressent, on regarde quelles sont les tendances mondiales et ensuite nous pouvons créer peut-être une stratégie de communication pour pouvoir promouvoir les comportements ou les sources d'informations que nous voulons qu'ils soient plus connus ou plus utilisés. Stella a parlé aussi des variables idéationnelles et donc les connaissances sont quelques-unes d'entre elles, mais aussi les attitudes. Les attitudes en ce qui concerne la menace de la COVID-19. Est-ce qu'il pense que c'est une maladie sévère? Est-ce que vous vous sentez vulnérable? Et quels sont les comportements qu'on pourrait éventuellement voir? Donc, nous avons mesuré dans notre enquête, est-ce que vous pensez que l'infection de la COVID-19 a des résultats sérieux? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux dans votre communauté? Est-ce que vous pensez que les personnes comme vous pensent qu'elles ont un risque d'être infectées? Et donc, c'est la perception de la sévérité de cette maladie. Et nous avions aussi d'autres résultats que nous pouvons voir grâce à la présentation d'une diapositive comme celle-là. Donc, mondialement, on trouve que si on compare l'infection, donc la peur à l'infection est beaucoup plus importante que la peur de la, que ce soit une menace pour la communauté. Les personnes qui sont en Indonésie, par exemple, pensent qu'ils sont beaucoup plus en- que la menace est beaucoup plus importante. Ils pensent que la menace est très importante chez eux. Et comment on peut utiliser cette information? Vous pouvez l'utiliser, par exemple, en choisissant les pays qui vous intéressent pour savoir si, par exemple, euh, la menace est perçue comme très basse. Donc, on peut peut-être avoir une stratégie de communication qui va montrer comme quoi utiliser les masques, c'est important parce que sinon, nous allons être en danger. Une autre question que nous avons posée, c'est est-ce que les personnes accepteraient un vaccin un vaccin contre la COVID-19 si ce vaccin était disponible? Et donc, nous pouvons voir cela par région. Et chaque région il y a le pourcentage de personnes qui disent qu'ils accepteraient un vaccin éventuel. Et donc nous voyons ici les régions du monde et j'ai pris comme exemple l'Indonésie sans raison particulière. Et nous pouvons voir qu'Indonésie, je crois que c'est la plus basse de sa région. Donc c'est le pays qui accepterait le moins un vaccin dans leur région, dans la région. Donc c'est peut-être un peu plus haut que la région européenne, par exemple, mais c'est la plus basse, en tout cas, de leur région particulière.
Et donc, nous pouvons utiliser donc, cette information pour pouvoir communiquer. Donc, si on avait un vaccin, on peut communiquer au public des effets protecteurs du vaccin et l'importance d'utiliser un vaccin. Et donc, peut-être on peut améliorer l'acceptabilité de ce vaccin dans des pays où l'acceptabilité est très basse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Nous pouvons commencer, et je le dis d'une façon euh, avec précaution, mais nous pouvons peut-être essayer de trouver des explications pour des valeurs plus élevées ou plus basses dans des pays particuliers. Par exemple, si Canada, Singapour ou Indonésie sont plus bas dans un comportement particulier, on peut les comparer dans d'autres variables idéationnelles. Est-ce qu'il y a des tendances en ce qui concerne ces différences? Est-ce qu'il y a des explications? Il faut aussi avoir de la précaution à interpréter ces résultats comme cela. Donc, il faut utiliser ces résultats, mais avec précaution. Parce que peut-être que des fois, les résultats n'ont pas de cause particulière. Donc, on peut justement avoir plus de recherches et on vous encourage à utiliser d'autres études, plus d'informations et utiliser votre propre recherche pour confirmer ce que ces données sont en train de suggérer. On continue, s'il vous plaît. Donc, par exemple, à Bangladesh, vous pouvez voir de copier écran. Donc, il y a à peu près 64% de personnes à Bangladesh qui disent qu'ils pratiquent la distanciation physique. Mais dans l'autre visuel, il y a 32% de personnes au Bangladesh qui pensent que la distanciation physique est une norme. Donc, vous pouvez vous poser la question pourquoi cette différence? Est-ce que euh, c'est un problème de perception des normes? Donc, il faut faire une recherche, par exemple, pour pouvoir comprendre pourquoi il y a cette différence. Ou vous pouvez aussi considérer que c'est important d'informer les populations que la perception de normes n'est pas en ligne avec ce que les personnes sont en train de faire, en fait, parce qu'il y a plus de personnes qui sont en train de pratiquer la distanciation sociale que ce qu'on pense. Donc, ça pourrait changer leur comportement s'ils savent que la plupart des personnes sont en train de pratiquer la distanciation sociale. Aussi, on peut voir l'implication en ce qui concerne la confiance. Pour chaque pays, nous voyons où est-ce qu'on a la partie de l'autoconfiance. Et c'est assez bas. Vous pouvez voir tous les pays et cela va changer selon le choix que vous prenez dans la liste, mais vous pouvez voir que la confiance aussi dépend de la pratique de ces comportements. Et nous voyons que dans cette liste, cela est en train de baisser. Dans des pays comme Italie et Portugal, il faut qu'on fasse un test de façon statistique. Euh, il faut voir, par exemple, en ce qui concerne Italie, Espagne, Portugal, la confiance pour pouvoir gérer cela est très basse. Donc, du coup, les personnes sont préoccupées et donc ils pratiquent mieux les comportements de prévention. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais cela nécessite plus de recherche. Il y a aussi, donc là, je ne vais pas parler en détail parce que c'est très compliqué, il faut réfléchir et prendre vraiment beaucoup de temps pour comprendre. Mais il y a aussi une partie où on peut voir, on peut choisir les variables que nous voulons rechercher et cela va montrer quel est le niveau de prévalence dans ce pays. Dans- et aussi, on peut voir quel est le nombre de cas dans ce pays. Mais si on cherche par comportement,
quelles sont les tendances ou les, les différents thèmes qui sont en train de peut-être devenir plus consistants. Et donc, c'est un graphique très intéressant qui va vous aider à explorer les variables dans le thème qui vous intéresse. Et on va continuer, s'il vous plaît. Et ensuite, je l'ai expliqué au tout début, mais de façon très brève, on peut comparer par les pays. Dans ce cas, et j'ai choisi vraiment de façon aléatoire, 4 pays, Kenya, Tanzanie, Ouganda, 3 pays, pardon, et avec des caractéristiques sociodémographiques. Et donc, nous pouvons voir quels sont euh, résultats, les résultats qui pourraient être intéressants. Dans ce cas-là, Tanzanie, c'est le, a les résultats les plus bas dans la plupart des variables. Et donc, on peut se poser la question de pourquoi. Je n'ai pas préparé encore plus de diapositives pour vous montrer cela, mais nous avons euh, regardé un peu le nombre de cas dans ces pays. Donc, dans ces 3 pays, le nombre de cas est relativement bas, mais les informations de qui est vulnérable et les campagnes de communication sont beaucoup plus basses en Tanzanie. Par exemple, dans les autres pays, nous avions plus de communication par radio, par télé, par communauté. Et donc, peut-être que la Tanzanie pourrait considérer utiliser des canaux de communication qui vont atteindre le plus grand nombre de personnes pour pouvoir éduquer sur les risques de la COVID-19. Et donc, euh, ils pourront peut-être parler sur le risque de la COVID-19 dans leur communauté. Donc peut-être qu'on pourrait changer ces résultats en faisant cette campagne de communication. Il y a aussi une analyse en ce qui concerne les médias et les canaux. Les questions qu'on a demandées en ce qui concerne les médias et les canaux nous aident à explorer quels sont les canaux les plus fiables pour pouvoir utiliser ou faire une campagne de communication. L'utilisation de ces données vont prioriser l'utilisation des canaux pour utiliser les canaux qui ont le plus de participants et ensuite qui sont les canaux les plus euh, dans lesquels les participants ont le plus confiance. Donc c'est important parce qu'on peut utiliser ces canaux et on sait qu'on atteindra plus de personnes. Ici, cette diapositive va montrer l'Indonésie, mais nous pouvons voir euh, quelles sont les préférences pour l'exposition aux médias. Et donc du coup, nous avons un code couleur et on peut choisir ces codes couleurs pour voir les thèmes différents. J'ai choisi l'Indonésie pour voir quels sont les canaux les plus importants en Indonésie. Et donc, nous pouvons voir que les sources en ligne et les télévisions sont les plus importantes en Indonésie. Donc, on a plus d'informations. Mais par exemple, sources en ligne sont moins, les personnes ont moins confiance dans les sources en ligne que dans la télévision. Et donc, nous avons aussi des personnes, par exemple, en ce qui concerne les travailleurs de santé, eux, ils ont la confiance de la population, mais ils atteignent une population beaucoup moins importante. Donc, si on utilise les mêmes informations et on compare avec Singapour, nous pouvons voir qu'au Singapour, ils utilisent plus les sources en ligne, mais ils n'ont pas confiance dans ces sources. Et donc, la partie les personnes qui ont le plus confiance dans les sources sont les personnes qui écoutent les travailleurs dans la santé. Et donc, si on regarde par pays, nous pouvons voir quelles sont les possibilités, les options que nous avons pour pouvoir choisir les bons canaux pour pouvoir atteindre notre population. C'est tout pour moi.
Je sais que c'était dense. Et ces questions sont peut-être des questions que vous pouvez vous poser pour faire vos recherches et d'autres questions dont Stella a parlé. Et vous pouvez explorer avec notre plateforme et vous pouvez utiliser ces données, faire votre propre analyse et vous pouvez apprendre beaucoup plus grâce à ces données. Vous pouvez utiliser notre plateforme et nous sommes heureux de répondre à vos questions dans quelques minutes. Je voulais juste dire à nos personnels techniques que je n'ai plus ma vidéo. Si vous pouvez la restaurer, ce serait sympa. Merci. Donc, nous allons voir maintenant quels sont les utilisateurs de cette plateforme et comment l'utiliser. Donc, maintenant, c'est Jenny Stolo qui va parler de cela et elle travaille dans le centre d'épidémiologie et elle est professeure assistante au Temple University College et de santé publique et et elle fait partie aussi de Gourne. Jenny, merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à tous. Je m'appelle Dr. Jenny Solo et je suis dans le groupe de la communication de risque et je vois qu'il y a plusieurs de nos partenaires dans ce webinaire. Et pour les autres, peut-être que vous ne connaissez pas le Global Outbreak Alert and Response Network. Nous sommes 250 partenaires et nos utilisateurs sont par exemple l'OMS, les ministères de santé, les institutions académiques, euh, euh, aussi des ONG. Nous avons beaucoup de données. Nous avons des données et on va les présenter de façon globale, régionale ou individuelle par pays. Et donc, avoir accès à cela, c'est très important pour pouvoir comparer cette information entre régions, entre pays, parce que sinon, ces données sont perdues généralement quand il y a des épidémies ou comme maintenant, pandémie. Ces données sont importantes et on peut soutenir justement notre analyse. On espère que ces données peuvent vous donner euh, des informations importantes pour changer les politiques. Cela aussi aide en ce qui concerne la visualisation des données et les répondants peuvent aussi avoir les sources d'informations comme on l'a vu. Nous voulons que cette plateforme puisse soutenir la collaboration entre pays. Les données sont accessibles de façon globale, mondiale, régionale et individuelle. Chaque pays peut utiliser ces données pour comparer les différentes zones et peut-être améliorer leur réponse à la COVID-19. C'est très interactif et ils peuvent communiquer avec les parties prenantes. On peut utiliser aussi pour pouvoir soutenir les efforts de réponse contre la COVID-19 et on espère que ces données vont être utilisées et améliorer les réponses, les efforts de réponse. Nous avons les sources d'information, la confiance vers l'information et ensuite d'autres sources d'information. On espère que cela va donner soutien à nos efforts internationaux pour modifier la communication en ce qui concerne la COVID-19 et leurs risques. On continue, s'il vous plaît. Je sais que nous avons un temps limité. C'était un plaisir pour nous de conseiller dans ce projet. Nous sommes très contents d'avoir ces résultats. Nous avons justement partagé cette information avec, par exemple, des groupes de travail de la COVID-19.
Et ces groupes de travail ils se focalisent sur la réponse de la COVID-19 et on espère que cette information vont aider à soutenir leurs efforts. Aussi, nous allons distribuer ces informations dans nos bureaux régionaux pour soutenir leurs efforts. Et ensuite, cette information sera aussi disponible à travers le centre de connaissances de Gorn pour tous nos partenaires et tout le monde. S'il vous plaît, connectez-vous à nous si vous avez besoin ou vous êtes intéressé à utiliser cette plateforme. Nous voulons vos anecdotes et votre soutien pour que cela ait du succès. Merci. Merci, Jenny. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais euh, je voulais savoir si on pouvait juste inviter les personnes pour introduire leurs questions dans le chat questions-réponses. Et nous avons quelques questions, donc nous allons répondre à quelques questions. Stella, il y a des questions en ce qui concerne les méthodes qui sont en train d'être utilisées. Et donc, je me demandais si vous pouviez parler de enfin, répondre à quelques questions. Est-ce que cette collecte est continue? Est-ce qu'elle s'adapte au contexte? Y a-t-il d'autres données qui sont en train d'être collectées dans des endroits de conflit? Merci beaucoup, Rajid. La collection des données, oui, est continue. Elle est continue dans des pays à vagues multiples. Et nous avons encore 2 tours devant nous. Donc, cet outil a été traduit en 51 langues différentes, dans de langues locales. Donc, nous sommes adaptés à ces contextes sans changer l'esprit de la question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je crois que vous avez répondu. Merci beaucoup, Stella. Et aussi, il y a des questions des utilisateurs de Facebook qui sont représentatifs ou pas dans, par exemple, chaque pays. Et le deuxième, c'est aussi des questions en ce qui concerne, est-ce qu'ils sont vraiment les personnes en train de répondre réellement de ce qu'ils sont en train de faire? Oui, donc la partie de la représentation. Oui, c'est vrai que les utilisateurs Facebook sont des personnes qui peut-être savent utiliser un peu plus les technologies, qui sont éduquées. Et MIT a utilisé justement euh, une technique pour pour prendre en compte les profils locaux des pays que nous sommes en train de rechercher. Et donc, chaque pays a un profil et donc il a utilisé donc, les données pondérées pour avoir euh, un résultat pondéré similaire au profil du pays. C'est pour comprendre quelles sont les populations, par exemple, différentes, qu'est-ce qu'elles font, mais on a essayé de pondérer cela. Mais bien sûr, il y a des questions qu'il faut euh, rechercher encore. Ce sont des données de suggestion et il faut encore utiliser de la recherche. Et ensuite, j'ai oublié la deuxième question. Ah oui, les réponses qui sont peut-être pas vraies. Et donc, en effet, il y a des réponses qui vont être exagérées, mais nous avons un très grand échantillon. Donc, je ne pense pas que les résultats ou l'interprétation des résultats va être vraiment impactée grâce au fait que notre échantillon est énorme. Mais bien sûr que on le prend en compte
dans tous les pays qui ont répondu. Donc, si on regarde les résultats en termes relatifs, nous avons quand même la possibilité d'avoir des résultats robustes en ce qui concerne, par exemple, la distanciation physique. Donc, les données ne sont pas parfaites, mais elles sont quand même robustes et on peut les utiliser si on les interprète en sachant qu'il y a peut-être des inconsistances. Donc, on peut utiliser ces données. Et Stella, peut-être vous pouvez dire un peu plus. Oui, vous l'aviez dit tous. La partie de stratification en aval a fait ce travail pour nous. On a pondéré ces données. Et donc, c'est aussi pour dire que c'était un échantillon aléatoire de la population. Jenny, aussi, j'ai une question pour vous. Quelles sont les façons dans lesquelles, par exemple, Gorn peut promouvoir l'utilisation de cette plateforme? Merci beaucoup. Nous sommes très contents des résultats de cette plateforme et donc nous allons le partager avec nos partenaires. Nous allons aussi demander à Gorn, à la partie de recherche de Gorn, de continuer les recherches pour justement remplir les vides. Et il y a d'autres nécessités dans les communautés. Et donc, nous voulons soutenir toutes les données en ce qui concerne la COVID-19. Et donc, nous allons promouvoir cette plateforme à travers tous nos contacts, à tous nos groupes de travail, etc. Merci. Je sais que c'est presque la fin, donc je voudrais juste finir en posant une question pour Suzanne. Suzanne, j'étais en train de me demander, qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait être un des résultats de l'utilisation de ces plateformes au niveau d'un pays? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire de façon différente en ayant accès à ces données? Merci. Oui, merci, Rajiv. J'espère que les utilisateurs de ces données vont utiliser ces données et comprendre comment l'utiliser pour leurs efforts en utilisant leurs données. Donc, cela implique la communication et aussi l'implication de la communauté. Il y a une question justement sur ce thème-là. Donc, par exemple, si dans un pays donné, euh, on peut voir que les travailleurs de santé sont très fiables, et donc on va essayer peut-être de passer des messages ou les communications à travers eux. Donc, on va s'assurer que les travailleurs de santé ont le message correct et ils sont bien informés. Donc, on va s'assurer qu'ils se focalisent sur les choses qui sont fiables. Donc, c'est important, par exemple, d'informer les personnes sur les euh, mesures de prévention. Mais si les gens ils connaissent déjà ces mesures, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles autres informations on peut leur donner? Donc, on va essayer justement de personnaliser ces informations. Et comme ça, elles sont beaucoup plus efficientes. Il y a aussi une deuxième plateforme qui va se développer cette semaine, qui va permettre aux utilisateurs de voir ces informations par démographie en regardant cela par âge ou par genre. Donc, il y a plus qui arrive. Waouh, c'était très dense pour 1 heure. Il y a, j'imagine, énormément de commentaires. Et donc, je vais maintenant à ceux qui peuvent rester un peu plus, je vais vous montrer une petite vidéo très courte qui va vous montrer comment on utilise cette plateforme. Et avec cela, ceux qui peuvent rester, s'il vous plaît, restez. Et à tous les autres, merci beaucoup pour votre participation ce matin. Merci beaucoup.
Bienvenue. Merci pour votre intérêt de comprendre plus sur cette plateforme en ce qui concerne les attitudes et les connaissances et les pratiques sur la COVID-19. C'est surtout pour les législateurs et les travailleurs de santé pour utiliser des informations pour la communication. Cet outil a été développé par John Hopkins, le centre de communication de programme de communication, MIT, Facebook, l'OMS et le Global Outbreak Network. Comme vous pouvez voir, cette plateforme inclut les résultats qui ont été collectés de 67 pays en juillet 2020. Vous pouvez le voir de façon mondiale, par région et par pays. Et vous pouvez faire des comparaisons. Pour pouvoir voir ces comparaisons, il faut sélectionner un pays ou une région. Cela va souligner votre pays et cela peut être fait en sélectionnant un pays sur la carte ou dans un menu que vous voyez ici. Vous avez les options pour choisir une région de l'OMS ou un pays en particulier. Vous pouvez choisir un pays en particulier pour voir comment ce pays se compare à ses voisins. Par exemple, nous allons choisir Kenya. Regardez justement cette icône. Vous allez voir de l'information additionnelle et des commentaires en ce qui concerne euh, différentes, différentes informations. Cela peut vous aider pour interpréter les résultats. Si on continue, vous allez voir comment notre sélection, donc Kenya, est soulignée sur les résultats. Donc, on peut voir quels ont été les résultats de Kenya. Par exemple, combien d'entre eux utilisent le masque. Dans ce cas, 91% des personnes de Kenya disent utiliser le masque. Mais aussi, on peut les comparer avec d'autres pays. Quels sont les pays qui ont des résultats similaires? En plus de l'utilisation des masques, il y a des résultats sur la distanciation physique, se laver les mains et l'isolation. Pour avoir plus de commentaires, comme par exemple quelles sont les réponses en ce qui concerne l'isolation, comment on peut augmenter nos efforts de prévention, n'hésitez pas à faire un clic sur cette icône. Dans ce graphique, nous pouvons voir aussi quelle est la moyenne par résultat et cela, ça se fait avec si vous continuez sur la visualisation, vous allez voir encore Kenya, le pays que nous avons choisi, et il a été souligné dans tous les résultats. Comme ça, nous pouvons accéder à tous les pays, mais nous avons Kenya qui est souligné. Ici, vous pouvez voir Kenya qui est souligné. Dans ce graphique, nous pouvons voir le pourcentage des individus qui ont utilisé un masque cette dernière semaine. Et est-ce que c'est une norme communautaire? Et quand nous cliquons sur ce icône, nous pouvons voir quelles sont les normes et quels sont les impacts sur le comportement et sur les croyances. Nous pouvons voir ici aussi en ce qui concerne la distanciation physique et nous pouvons choisir Kenya. Donc on peut essayer de voir où est-ce qu'elle est soulignée. Et cela montre une grande différence entre le fait de penser que la distanciation physique est une norme, 33%, et les personnes qui, en fait,
pratiquent la distanciation sociale, 77%. Donc on peut voir la variation avec ces graphiques et nous pouvons nous rendre compte que ces comportements peuvent nous prévenir pour une prévention contre la COVID-19. Encore une fois, le pays que nous avons choisi est souligné. Et si vous faites clic à nouveau sur cette icône, vous allez voir quelles sont les différences entre par exemple, le comportement de prévention et les niveaux de confiance. Et donc, on peut essayer de comprendre pourquoi ces niveaux de confiance sont si bas. La partie de connaissance visualise la connaissance des participants. On voulait savoir, par exemple, sur l'enquête, si les connaissances sur la COVID-19 étaient à peu près similaires dans le monde entier. Donc, si on sait dans le monde, les personnes ne savent pas vraiment qui sont les groupes vulnérables ou quels sont les traitements possibles. Et donc, pour savoir plus sur l'interprétation du graphique, encore une fois, vous pouvez appuyer sur cette icône. Nous savons aussi que la mauvaise information est un problème dans tous les pays. Mais quelles sont, par exemple, les sources de la COVID-19 sont les plus fiables dans notre pays, Kenya, et encore soulignées dans les résultats différents. Et vous pouvez voir qu'au Kenya, la télévision, c'est une source de grande exposition. 82% d'entre eux, ils disent regarder l'information qui est exposée par la télévision et 70% d'entre eux ont confiance dans cette source. Ensuite, c'est aussi les travailleurs de santé. Les personnes ont confiance dans les travailleurs de santé. Et ensuite, on peut voir par exemple ici les sources en ligne. Donc, les personnes, ils disent qu'ils voient, ils sont exposés à ces informations en ligne, mais ils ont moins confiance. Et ce qui concerne les journaux et la radio, ils ont moins de confiance aussi de la part de la population. On peut aussi filtrer par source d'information. Par exemple ici, vous allez voir la radio et on peut voir où est-ce qu'elle se trouve en ce qui concerne l'exposition et la confiance. Et donc cela peut aider aux personnes intéressées de savoir quelle est la meilleure source pour leur audience. Dans la section d'aptitude, il y a deux sections qui sont explorées. Les peurs et l'acceptabilité d'un potentiel vaccin. On a demandé s'ils pensent que la communauté avait perçu la COVID-19 comme une grande menace. La peur peut être justement un facteur de motivation ou de démotivation selon le contexte. En regardant les données, nous pouvons voir comment les pays se comparent sur chaque thème. Et ici, en ce qui concerne l'acceptabilité dans un vaccin potentiel, les pays sont divisés dans des régions OMS et chacune des barres vont montrer le pourcentage des participants dans chaque pays qui ont dit qu'ils accepteraient un vaccin de la COVID-19 dès que ce vaccin serait disponible. Ici, on peut voir les sévérités des cas et donc du coup montre les résultats dans deux façons. Dans la première partie, les pays sont en train d'être utilisés selon leur nombre de cas. Et dans le deuxième graphique, ils sont classifiés par le pourcentage de changement de cas par semaine.
En utilisant le menu, nous pouvons choisir la question que nous voulons explorer en dans des thèmes différents. Et finalement, la dernière visualisation vous laisse comparer plusieurs pays aux résultats de l'enquête. On peut voir ici, par exemple, une comparaison entre Kenya, Tanzanie et Ouganda. On peut choisir jusqu'à 4 pays. Vous pouvez aussi filtrer par catégorie. On espère que ces comparaisons et les graphiques dans sa totalité vont encourager une collaboration, une stratégie pour augmenter les comportements de prévention et aussi pour pouvoir gérer les cas de la COVID-19 de façon mondiale et locale. S'il vous plaît, explorez notre plateforme et utilisez nos données. Vous pouvez envoyer un email à ccp@info.jhp.edu. Très bon travail. Merci à tous. Pendant que Marcella nous montre des liens, je voulais juste remercier à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Nous allons vous envoyer un enregistrement de ce webinaire avec une copie des diapositives. Merci beaucoup d'être venu et ayez une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, Marcella.